Donc, en fait, comme vous avez vu, le SARS a complètement modifié notre façon de vivre, notre organisation, etc. Mais au moins, il a eu un avantage, c'est que de remettre la compréhension au sein de la médecine. Parce que si on n'arrive pas à comprendre tous les phénomènes qui sont en train de se produire, on a l'impression que tout ce qui est fait est à contresens et on voit que la formation par l'algorithme n'est plus tout à fait celle qui est adaptée à la situation. Alors, juste cette diapo pour vous montrer qu'est-ce que nous a montré le SARS. Le SARS nous a montré que, comme toutes les maladies infectieuses, entre l'exposition à un agent pathogène et le décès, il y a toute une série d'étapes qu'il va falloir prendre en compte, qu'il va falloir expliquer. Alors, une fois qu'on est exposé au SARS-CoV-2, on a tous, je pense, dans cette assistance, été au moins exposés une à plusieurs fois au SARS-CoV-2. Et il y en a plein d'entre nous qui ne vont même pas faire d'infection. Même pas faire d'infection, c'est-à-dire non seulement pas de symptômes, mais on va être incapable de mettre en évidence le virus, ni par la présence d'anticorps, ni par PCR. Parmi ces gens infectés, il y en a une proportion qui va faire une maladie plus ou moins bénigne, une proportion moindre qui va faire une maladie grave, et enfin, une petite proportion qui peut décéder. Et grosso modo, aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 0,5%. Alors, qu'est-ce qui fait que, avec l'exposition au virus, on va de l'un à l'autre? Il y a des facteurs liés à l'autre et il y a des facteurs liés à l'environnement et au virus. Alors, non pas des découvertes, mais des choses qui ont été soulignées, c'est l'importance de l'immunité innée et surtout un concept qui est apparu il y a quelques temps, celui de l'immunité innée entraînée. Je reviendrai sur ce concept-là. On sait que l'immunité innée, c'est une première ligne de défense. On va revenir sur ce point-là, mais alors qu'il n'y a pas de mémoire immunitaire, il peut y avoir un certain entraînement immunitaire qui protège. Le deuxième, c'est l'expression nasale des récepteurs au virus, ACE2. Le troisième, c'est l'immunité spécifique adaptative qu'on connaît tous, hein, et qui peut-être, on va voir, différent chez l'adulte et chez l'enfant. Donc ça, tout ça peut expliquer qu'on peut passer de l'un à l'autre. Le troisième, c'est quelque chose que les infectiologues ont en tête depuis longtemps, c'est la notion d'inoculum. Il est clair que ce n'est pas pareil d'être contaminé par 100 virus ou par 100 000 virus. Plus l'exposition est importante, plus le passage entre l'exposition virale et la maladie grave est important. Les caractéristiques du virus, c'est quelque chose qui est soulevé par plusieurs auteurs, mais il n'est pas complètement admis. On a vu que ces virus variaient dans le temps, moins que la grippe, mais enfin, ils variaient, et qui pouvaient avoir des caractéristiques différentes, mais on n'a pas encore bien caractérisé. Et enfin, les co-infections, comme toujours, les co-infections sont fréquentes et les co-infections peuvent aggraver la gravité. Vous pouvez le faire à Alors, distance ou il faut lui dire? si on prend cette pyramide de haut en bas, ce qu'on voit, puisque moi je suis infectiologue pédiatre, donc je vais vous parler surtout de l'enfant, d'accord ? On voit que la pyramide chez l'enfant ne ressemble pas à la pyramide de l'adulte. La pyramide de l'adulte, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus aiguë, hein, avec le rapport entre forme asymptomatique, post-symptomatique, etc., qui est très différent de celle de l'enfant où majoritairement les enfants sont asymptomatiques ou post-symptomatiques. Qu'est-ce qui fait que les enfants sont, comparés aux adultes, ont une pyramide de l'infection qu'on a essayé de vous montrer tout à l'heure différente? La première, c'est probablement une exposition moins marquée au SARS-CoV-2. On sait qu'ils portent moins d'ACE2 au niveau de la nasale. Ils ont une meilleure immunité entraînée, on va revenir sur ce point-là. Ils ont une réponse immunitaire adaptative différente. Je pense que je vais vous montrer une diapo. Et puis, ils ont une réduction des réactions immunopathologiques. On sait que cette maladie-là, dans ses formes graves, c'est d'abord et avant tout des réactions immunopathologiques.
une meilleure réparation tissulaire et moins de comorbidité. Donc, je vais vous montrer quelques schémas très, très rapidement qui vous expliquer qu'à partir que le SARS-CoV-2 infecte en premier lieu, on sait qu'il infecte bien d'autres choses après, hein, la muqueuse du nez et de la gorge, et à partir de cette muqueuse du nez et de la gorge, il va y produire une réplication virale. Les premières manifestations qu'on observe, ce sont celles de la réplication virale, mais après, les signes qu'on observe, ce sont essentiellement des manifestations qui sont liées à la réponse immunitaire. Et finalement, quand on voit à partir des premiers signes cliniques et qui sont dans cette zone-là, la réplication virale, les maladies relativement bénignes qui sont là, mais quand les maladies sévères arrivent, il faut bien se rendre compte que le génome viral est en train de disparaître et au moment où une maladie grave survient, le plus souvent, on ne peut ne pas mettre en évidence le virus parce qu'on n'est plus à ce stade-là. C'est pour ça qu'au début, on a dit la PCR, ce n'est pas très sensible, etc. Parce qu'on avait essentiellement des malades graves au moment où on faisait le diagnostic et effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas très bon. Sur le même ordre d'idée, cette diapo vous présente la réponse à la fois la réplication virale qui est ici, d'accord, et à la fois la positivité des anticorps, de la PCR, etc. Donc, on voit bien que tout ça s'échelonne sur quelques jours et au moment où la PCR commence à se négativer, elle ne se négative pas pour rien. Si elle se négative, c'est que la réponse immunitaire est apparue et que cette réponse immunitaire peut se traduire par la présence d'anticorps, nous y reviendrons. Enfin, sur le point qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est-à-dire l'utilisation des tests de diagnostic rapide, quand on voit l'excrétion virale, d'accord, et la charge virale, on voit que quand on voit que cette excrétion virale se prolonge longtemps, la PCR permet de la détecter en moyenne 2 ou 3 semaines, mais la période infectieuse est beaucoup plus courte que la durée de la PCR et les tests de diagnostic rapide que vous voyez ici, les low analytic sensitivity, eh ben, ça couvre à peu près, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, ça couvre à peu près la période infectieuse. Alors, en synthétisant ces trois figures, j'ai essayé de concevoir un schéma qui résume un petit peu tout ça et qui peut vous aider à vous y retrouver. Par rapport à la contamination que vous voyez ici, d'accord, en moyenne, il y a des gens qui vont rester asymptomatiques tout le temps. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Quand il y a des symptômes bénins, ils apparaissent en moyenne 7 jours après. Alors là, en médecine, c'est 5 à 9 jours. Les symptômes bénins par rapport à la contamination durent quelques jours. Et quand l'aggravation se produit, c'est au-delà d'une semaine par rapport aux signes cliniques et au-delà de 14 jours par rapport à la contamination. Alors maintenant, cette contagiosité, elle débute un petit peu avant les signes cliniques, vers le 4e, 5e jour, et persiste au maximum une semaine. Après, pour la majorité des gens, la majorité, ce n'est pas tous, les gens ne sont plus contagieux. Et c'est dans cet espace-là que les TROD, les tests de diagnostic rapide antigénique, sont utiles et ont une bonne sensibilité. Vous voyez que la PCR, elle est positive bien plus longtemps, elle se positive un tout petit peu avant le TROD, 1 ou 2 jours, pas plus. Elle dure en moyenne 15 jours, mais il y a des gens qui peuvent 2 ou 3 mois après continuer à avoir une PCR positive. Et quant aux anticorps, comme pour presque toutes les maladies virales ou bactériennes, ça apparaît entre le 15e et 21e jour, et les taux d'anticorps, on y reviendra tout après, vont rester positifs quelques mois, et avec des gens qui les perdent et d'autres qui ne les perdent pas. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immunité entraînée? C'est que ce concept était d'ailleurs apparu
quelque temps avant le SARS-CoV-2, mais était amplifié, c'est qu'on s'est aperçu que, et celui qui a énormément travaillé dessus, était un, que nos macrophages, nos polynucléaires, etc., étaient capables de gérer un certain nombre d'infections, mais que plus ils étaient stimulés, plus leur réponse était efficace. D'accord ? Et ceci est lié au fait que, à des phénomènes épigénétiques et à un déroulement plus rapide de la chromatine qui donne une réponse innée plus efficace. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce que, et c'est probablement une des réponses pour les enfants, c'est que la fréquence des infections virales dans la petite enfance est extrêmement importante, comme chacun sait, et pourrait constituer de stimulus. Alors, pour venir à ce point-là, la deuxième chose, et c'est un des sujets qui est très, très, très à la mode, c'est le rôle des vaccinations et l'effet collatéral positif des vaccinations, justement, non seulement suscitant des anticorps vis-à-vis de l'agent pathogène visé par le vaccin, mais en stimulant. Alors maintenant, très rapidement, qu'est-ce qu'on a comme certitude sur l'immunité ? La première, c'est que si des patients guérissent, c'est que le système immunitaire a réussi à contrôler l'infection par des anticorps neutralisants, par des multicellulaires, par la combinaison des... Donc, la majorité des gens qui ont du SARS-CoV-2, ils guérissent, donc la maladie est immunisante. Mais il faut savoir que les anticorps que vous détectez par ELISA ou par test rapide ne sont que le témoin du contact, ce n'est pas forcément eux qui sont protecteurs. Donc, ce ne sont pas les anticorps qu'on dose qui sont protecteurs. L'autre point qui est important, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 10 à 20% des gens, alors qu'ils ont des anticorps, alors qu'ils sont guéris, ils gardent une PCR positive, mais cette PCR positive, généralement, comporte des charges virales qui sont des charges virales extrêmement faibles. La majorité d'entre eux sont asymptomatiques, quelques-uns se plaignent d'asthénie, on connaît ce syndrome maintenant qui ressemble un petit peu au syndrome de fatigue chronique post-virale. D'autres ont des symptômes pas très spécifiques, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a des réinfections certaines. Pourquoi on dit qu'elles sont certaines ? C'est parce que le premier virus a été gardé et le deuxième virus est différent du premier par des techniques de séquençage. Alors au début, on était très rassurés parce que les premiers patients étaient asymptomatiques. Maintenant, on sait qu'il y a de tout. Il y a des gens polysymptomatiques, voire de très graves. Alors, la question qui se pose aussi, c'est quelle est la proportion de gens qui est capable de se réinfecter et dans quel délai ? Est-ce que c'est une perte de l'immunité en fonction du temps ? Est-ce que ça traduit l'existence d'anticorps facilitant comme il peut se produire pour la dengue ? Et ça pose une question sur la durée de protection des vaccins. Donc, vous avez tous entendu parler de l'annonce de Pfizer il y a quelques jours avec des résultats très prometteurs. Mais si la maladie naturelle ne protège pas très, très, très longtemps, eh ben, on risque les vaccins aussi qu'il y ait besoin des injections multiples. Alors, ce qu'on sait de la persistance des anticorps, c'est que ça suit globalement l'ensemble de la population les courbes habituelles de persistance d'anticorps. Mais avec une exception cependant, c'est que là encore, la nature aime la diversité, c'est qu'il y a des gens qui perdent relativement vite leur immunité. Vous voyez, les mêmes personnes testées plusieurs fois, certains ont été stables, certains ont des plutôt descendants, certains ont monté, et puis il y en a qui perdent très, très vite l'immunité. Ce qui fait qu'on arrive à calculer une demi-vie pour les anticorps et pour les deux principaux antigènes. Pour un, la demi-vie est 52 jours. Ça veut dire que 50% des gens sont négatifs en 6 mois pour cette protéine-là. Pour le spike, c'est un peu plus long, c'est à 85 jours. Ça veut dire qu'au bout d'un an, on n'a plus de stigmate immunitaire. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'anticorps qu'on n'a pas une immunité cellulaire, et c'est ça que vous montrer ces diapos. Je voudrais juste terminer par ça pour arriver au test, c'est qu'il faut se rendre compte que comprendre un petit peu ces résultats de PCR. Moi, j'ai la chance depuis plusieurs mois d'avoir une PCR sur mon lieu de travail que je fais moi-même, d'accord, c'est de la biologie délocalisée, et cette PCR vous montre, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, la chose suivante. Pour faire une PCR, d'abord, il faut toujours un témoin. Là, c'est un gène qui est présent dans les muqueuses respiratoires de tous les individus, et
votre PCR doit l'amplifier pour que votre PCR soit juste. C'est votre contrôle. Et vous voyez, elle vous dit en combien de cycles on a mis en évidence le gène témoin des cellules respiratoires. Et si vous voyez toujours ce gène témoin, vous voyez que ce patient est positif, c'est-à-dire très 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 tôt, excusez-moi, au bout de très peu de cycles, je suis obligé de remonter, au bout de très peu de cycles, là c'est entre 13 cycles à 13 cycles, et ben on a mis en évidence les deux antigènes du SARS-CoV-2. Donc là, ça veut dire non seulement il est positif, mais avec très peu de cycles, ça veut dire que la charge virale est élevée. Ici, vous voyez un autre sujet, ça vous avez toujours votre témoin en vert, et vous avez votre positivité qui est plus tardive que le témoin en nombre de cycles. Ça veut dire que la charge virale est plus faible. Et donc, cette charge virale est capitale à comprendre parce que quand vous avez une charge virale faible, les symptômes que vous avez présentés avant sont liés au SARS-CoV-2, mais vous n'êtes plus déjà contagieux. Et sur votre résultat simple, si on ne vous indique pas la charge virale, eh ben, vous ne savez pas si votre patient est contagieux ou plus contagieux. C'est dans ce contexte que sont installés, pourquoi je vous ai montré ça, l'évolution des tests. Et parce que la sensibilité des tests va être complètement dépendante de la charge virale. Vous voyez ici, quand la charge virale est élevée, traduit par très très peu de cycles, la sensibilité du test est à 100%. Entre 25 et 30, c'est une bonne charge virale, elle est à 93%. Et quand la charge virale diminue, eh bien, votre test devient un mauvais test. Donc, si vous ne le faites pas au bon moment, au début des symptômes, eh ben, un bon examen au moment du début des symptômes devient un mauvais examen quand on est à distance, quand la charge virale est faible. Et tous ce résultat doit, comme toujours, s'interpréter en fonction de la probabilité de pré-test, à quel moment je vais. Donc, ces TTR sont moins sensibles globalement que la PCR, mais ils sont probablement plus intéressants, ils sont très spécifiques, on est presque à 100%. Ils sont suffisamment sensibles pour les charges virales élevées. La réponse est dans quelques minutes, aucun équipement, coût très faible. On peut arriver à quelques euros. Et on peut répéter les tests. Je vous dis juste deux mots des tests sérologiques au bout du doigt. Grosso modo, les meilleurs sont complètement comparables à la PCR sanguine. Alors, avant de finir, parce que je ne vais pas trop tarder sur ce sujet-là, il faut bien se rendre compte qu'un trop de positif implique une forte, non seulement le diagnostic, mais une forte présomption de contagiosité. Une PCR positive n'implique pas que le patient soit contagieux. La culture virale est d'autant plus souvent négative que la charge virale est faible, que la charge virale est faible. Et au-delà de 35 cycles, les gens ne sont plus contagieux. Une sérologie négative chez un patient Covid-19 peut s'expliquer soit parce que l'examen a été réalisé trop tôt, soit parce que l'examen a été réalisé trop tard. Après 2 mois, certains patients perdent leurs anticorps, on l'a vu. Enfin, il y a à peu près 10% des gens qui ne montrent pas la sérologie. C'est pour ça qu'en arrivant sur cette dernière diapo, ou cette avant-dernière diapo, aujourd'hui, suspicion de Covid, quelqu'un de symptomatique, on est au début de la maladie. Le test qui s'impose, c'est le TROD. Il est positif, il a la maladie, on déclenche l'isolement, le traçage, etc. Il est négatif, soit vous êtes un patient à risque faible, la surveillance suffit, on n'a pas besoin, il n'est pas contagieux, a priori, il ne va pas l'être. Soit c'est un risque fort parce que pour des raisons diverses, pour obésité, pour pathologie sous-jacente grave, peut-être qu'à ce moment-là, une PCR peut être utile. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai tenu pour laisser un petit peu de temps aux questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Thierry, est-ce qu'il y a des questions à Bordeaux de ton côté? De l'assistance, j'espère qu'ils ont bien perçu et entendu Robert Cohen et vu les diapositives.
Hein. Et Là, pour l'instant, c'est moi qui suis à l'écran et pas toi, Thierry. si, si. Et donc j'invite l'assistance à demander à Robert Cohen des précisions. Donc si je comprends bien, Robert, les tests rapides qui sont en développement vont être plus efficaces et devraient se développer du fait en particulier de leur vitesse de rendu des résultats. Absolument, mais moi j'ai une grosse crainte aujourd'hui, c'est que on a eu un retard à l'allumage pour ces tests, puisque finalement, dès le mois de août-septembre, on les avait. L'État a mis beaucoup de temps à se décider, et puis finalement, ils ont ouvert largement les vannes. Je ne sais pas si vous êtes aperçus, à la fois les pharmaciens et les infirmières peuvent faire les tests, et on a vu s'installer de sortes de tentes devant les pharmacies pour tester les gens. Or, ce test, pour qu'il soit intéressant, il faut que le prélèvement soit bien fait parce qu'il dépend énormément de la charge virale. La charge virale dépend du stade où on est de la maladie, comme je vous l'ai montré mais ça dépend aussi de la qualité du prélèvement. Donc, si on fait des TROD pas au bon moment, par rapport en particulier à la contamination éventuelle, eh ben, je crains que ça va se passer aussi mal que les PCR au début, où finalement, on a fait tellement de PCR qu'il y avait presque autant de gens qui n'étaient pas contaminants que de gens contaminants. Alors que ce sont des tests, comme tous les tests, si on tient compte de la probabilité pré-test, si on les fait au bon moment, c'est des outils qui sont quasiment indispensables. Je vous rappelle que le coût, c'est vraiment quelques euros. Ça peut être répété très, très souvent. Donc une question, conseillez-vous de tester massivement les enfants sachant qu'ils transmettent peu la maladie? Alors, la réponse, elle est un petit peu intermédiaire. En période de faible circulation virale, comme on l'a été grosso modo après le premier confinement et jusqu'à fin septembre, vraiment, il faut limiter les tests chez les enfants parce que la probabilité est faible et la probabilité qu'ils soient contagieux est encore plus faible. Mais néanmoins, en période de très forte circulation virale, comme on la vit actuellement, même si le risque chez l'enfant est divisé par 2, 3 ou 4, 2, 3 ou 4 de beaucoup, ça reste quand même beaucoup. Donc, les enfants, en particulier ceux de plus de 6 ans, en période de forte circulation virale, il faut les tester quasiment comme les adultes. Maintenant, les moins de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui font des rhinopharyngites, des bronchites, des infections ORL et respiratoires récidivantes, c'est sûr qu'on ne va pas tenir le coup à les prélever, surtout quand ils vont en crèche à chaque épisode. Donc, je suis passé assez vite sur un algorithme qui sera disponible, que je mettrai sur le site, que propose la SFP et le groupe de pathologies infectieuses, où justement, on essaye d'évaluer tous ces points-là. Et vraiment, grosso modo, contact Covid, on teste tout le monde. Vous avez un enfant qui est symptomatique, il est enrhumé, il tousse, il a de la diarrhée, il a été contact avec un Covid dans un délai raisonnable, il faut le tester. TROD ou PCR, TROD va très bien. Il n'y a pas de contact Covid où il s'agit, l'examen clinique aboutit à un diagnostic de maladie infectieuse caractérisée. Il a une angine, un streptocoque, il a une herpangine, il a une infection urinaire, il a quelque chose. Je suis sûr de mon diagnostic. Je suis sûr, je ne le teste pas parce que c'est un enfant et il y a peu de chances qu'il ait deux en même temps. Je le testerai quand même s'il était contact Covid, c'est clair. Soit je n'ai pas de maladie infectieuse caractérisée, c'est-à-dire c'est la virose, quoi. Eh bien, si c'est un sujet de plus de 6 ans, on le teste systématiquement. Si c'est un sujet de moins de 6 ans, on négocie. Voilà un petit peu l'algorithme qu'on propose aujourd'hui en fonction de la circulation virale. Bon, et pour préciser un petit peu, pour aller au-devant des semaines qui nous attendent, on va rentrer dans les périodes d'épidémie classiques de bronchiolite et de gastroentérite virale. Est-ce que nous allons avoir des attitudes différentes de tests ou de pas tests, en particulier chez les moins de 6 ans? Alors, la question est importante parce que
l'hémisphère sud nous a précédés pour la pandémie, mais l'hémisphère sud, en tout cas les pays de l'hémisphère sud qui ont une épidémiologie de bonne qualité, du fait des mesures d'hygiène renforcées, ont eu beaucoup moins de grippe. Le facteur de réduction a été une réduction de 10, beaucoup moins de bronchiolite et semble-t-il moins d'infections en rotavirus. Donc, les mesures d'hygiène que nous prenons pour le Covid vont avoir un impact très probable sur nos épidémies hivernales. Je suis quand même pas tout à fait optimiste parce que, à juste titre, nous, on a voulu maintenir les écoles et les crèches ouvertes, ce qui n'était pas le cas complètement, ou en tout cas pas à ce niveau-là dans l'hémisphère sud. Donc, il est probable qu'on en ait moins que les autres années parce que le masque, le lavage des mains, le distanciement, tout ça marche sur ces virus, mais on va en avoir et on s'est vraiment battu pour que les enfants, qu'il y ait un remboursement de la vaccination contre le rotavirus et on est tombé sur une administration et sur une HAS qui a fait preuve de sa morgue habituelle, c'est-à-dire ils n'ont pas répondu. Quand l'administration, elle ne répond pas, point. Merci. Une autre question qui concerne les nouveau-nés cette fois-ci. Les nouveau-nés de mère positive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Alors, surtout, il faut que les nouveau-nés de mère positive restent avec leur mère, parce que le SARS-CoV-2 chez les nouveau-nés, chez le moins de 3 mois, est dans l'ensemble globalement bénin. Donc, on n'isole pas la mère de son enfant, on ne contre-indique pas, bien entendu, l'allaitement maternel, mais on demande un certain nombre de précautions qui sont le port du masque, le lavage des mains, l'aération des pièces, etc. Mais surtout pas séparer les enfants de mère Covid plus des nouveau-nés, en sachant que la durée de l'eurocontagiosité de la mère, c'est 7 jours. Hein. Et quand vous regardez par rapport à la naissance, au-delà de 7 jours, il y a, par rapport à la PCR positive, hein, au-delà de 7 jours, il y a très peu de gens contagieux. Donc, il reste, on renforce l'hygiène, parmi cette hygiène, les mains, les masques, l'aération des pièces. Et moyennant cas, il y en a quelques-uns qui sont contaminés, mais globalement, ça se passe très bien. Et on continue l'allaitement maternel si la mère allaite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien. J'aurais une question concernant l'endoscopie, pour élargir un petit peu. Est-ce qu'on doit prendre des mesures similaires aux adultes ou pas? Je dirais oui. Je dirais plutôt oui parce que quand tu vois, et ça dépend aussi beaucoup de la circulation virale. D'abord, il faut toujours qu'on ait en tête, en termes de SARS-CoV-2, il y a les enfants de moins de 10 ans, les grands adolescents et les collégiens qui sont entre les deux. Les adolescents et les collégiens, c'est comme les adultes. Donc, pour nous, c'est simple. Les enfants, leur risque d'être positif est réduit de moitié ou du tiers, non, de moitié ou des 2 tiers par rapport à l'adulte, mais ça existe aussi. Donc, je crois vraiment qu'il faut prendre les mêmes précautions pour votre protection que pour les adultes. Merci beaucoup. Je pense que... Une petite question de Marc Belaïch. Comme on est dans un congrès de gastro-entérologie, tu peux nous rappeler les manifestations digestives du Covid-19 chez l'enfant? Alors, moi, j'en ai pas d'expérience, mais ce qu'on voit, c'est dans les séries hospitalisées, notamment dans la série Pandore, qui est les hospitalisés en France dans à peu près la moitié des services de pédiatrie de France et de Navarre. On a à peu près 25% des enfants qui ont des troubles digestifs à type de diarrhée, vomissement, etc. Donc ça, c'est la première partie qui n'ont aucune gravité particulière. Et la deuxième partie du digestif, Marc, tu le sais encore mieux que moi, dans la partie PIMS Kawasaki-like, le pourcentage d'enfants qui ont des formes digestives prédominantes est loin d'être négligeable. Donc pour moi, dans le digestif et le Covid, tu as ces deux parties. À la phase de réplication virale, tu as 20-30% des enfants ou qui ont la diarrhée, ou qui vomissent, ou qui ont des douleurs abdominales banales, mais ce n'est pas le problème, même si l'excrétion virale dans le tube digestif est plus prolongée. Et puis de l'autre côté, dans la partie PIMS, dans la partie auto-inflammatoire,
Là encore, tu peux avoir des signes digestifs qui sont pratiquement des tableaux pseudo-chirurgicaux. Je peux dire ça, Marc? Oui, tout à fait. C'est effectivement un diagnostic différentiel. Voilà. Pseudo-chirurgicaux, et certains sont passés au bloc. Hein, et ça fait partie pratiquement du tableau de PIMS, les signes digestifs. Hein. Mais je ne sais rien de plus de ce que je viens de te dire. Hein. Bon. Je pense qu'il nous reste à vous remercier pour cette intervention et pour avoir, je pense, précisé aux gastropédiatres le timing et les examens à réaliser. Il me semble que la figure qui est disponible hein, est très importante pour savoir quel examen on demande et quelle confiance on peut y faire. Parce que sinon, globalement, aucun test n'est, surtout sur la durée, aucun test n'est sensible, aucun test n'est spécifique sur la durée. Mais sur une période donnée, ils sont sensibles et spécifiques. Merci beaucoup. Merci, au revoir.